Bonsoir à vos invités et à bientôt. Il faut leur dire Shana Tova aussi. Bonsoir Slimane, bonsoir Wadir et bonsoir à tout Casablanca et à tout le Maroc. À mes côtés, Noha Ala qui est présentatrice à Nil TV, chaîne francophone publique tunisienne. Bonsoir Noha. Bonsoir. Nos invités nous attendent, vous nous avez régalé à Casablanca. On va continuer à vous régaler avec la piste de la francophonie qui est maintenant lancée depuis près de 13 heures. Slimane, Wadir, on vous laisse à Casablanca. Très bonne fin d'émission à vous sur TV5 Monde en direct. Oui, avant de clore cette étape marocaine, nous allons transmettre le flambeau au Caire à Mohamed Kassi et à Noha Ala. Slimane, bonsoir à vous. Ils ont pris l'antenne. On va conclure. En fait, c'est à nous de partir parce que c'est eux qui arrivent dans un instant. Très bien. Alors, juste un mot. Zorhihil, un mot. Notamment aux Juifs et aux Marocains dans leur ensemble. Bah, écoutez, dimanche prochain, tous les Juifs dans le monde, donc je profite de l'occasion pour dire Shana Tova, Moaitov Miborach à tous les Marocains de confession juive et à toute la diaspora marocaine à l'étranger. Merci Zorhihil. Merci infiniment, merci beaucoup Slimane, merci à tous nos invités. J'étais particulièrement ravi de prendre part à cette piste de la francophonie casablancaise. Ici, merci à toutes les équipes, mais vraiment toutes les équipes de 2M qui ont fait un travail absolument exceptionnel sur le plan technique, l'organisation, la préparation, etc., etc. Et merci infiniment également aux équipes de TV5 et à vous, Slimane. Merci à vous. Je vous laisse conclure un mot pour dire au revoir, Slimane. Eh bien, le voyage continue. Bonne piste de la francophonie. Nous allons vous suivre nous-mêmes maintenant que nous avons parcouru notre étape. Et bonne course et bonne arrivée. La suite de la piste de la francophonie dans un instant, un nouveau point sur l'actualité d'abord. Merci d'être avec nous. Actualité marquée bien évidemment par la mort de l'ancien président français Jacques Chirac. Il avait 86 ans. Jacques Chirac a dirigé la France pendant 12 ans, mais sa carrière politique s'est étendue sur 40 années, de 1967 à 2007. L'actuel président français Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision tout à l'heure à 20h depuis l'Elysée, 20h heure de Paris. Il doit par ailleurs se rendre au domicile privé des Chirac dans la capitale dans les prochaines minutes. Les réactions continue d'affluer à travers le monde. Vladimir Poutine parle d'un dirigeant sage et visionnaire. Angela Merkel, par la voix de son porte-parole, estime qu'il était pour les Allemands un partenaire formidable et un ami. Côté africain, le Gabonais Ali Bongo Ndimba estime qu'il était un amoureux sincère de l'Afrique et parle même d'un père spirituel. Au Sénégal, Macky Sall affirme sur Twitter que la France et le monde entier viennent de perdre un grand homme d'État. Jacques Chirac aura marqué la scène internationale, notamment en 2003. Il avait alors refusé d'intervenir en Irak contre l'avis des États-Unis. L'un des moments clés de ses relations avec le reste du monde, raconté par Huguette. Jacques Chirac, l'homme qui a dit non. Non à l'Amérique va en guerre de George Bush. Ce 14 février 2003 à l'ONU, par la voix du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, le président entre dans l'histoire. La France s'oppose à la guerre contre l'Irak. Mesdames et messieurs les ministres, l'usage de la force ne se justifie pas. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Une attitude gaulienne qui n'empêche pas l'Amérique d'envahir l'Irak. La pire tragédie de ce début de siècle est en marche. La rue arabe, de son côté, n'oubliera pas la fermeté de Jacques Chirac. L'amitié franco-arabe débute par un coup d'éclat à Jérusalem en 1996. Excédé par les services de sécurité israéliens qui ne lui permettent aucun contact avec la foule, Jacques Chirac menace. Mais l'Algarade ne masque pas l'impuissance de la France sur le dossier israélo-palestinien. L'accueil chaleureux réservé à Yasser Arafat est modérément apprécié à Tel Aviv. Assiégé 2 années durant à Ramallah par Israël, le vieux leader palestinien ne reverra Paris que pour y mourir, dans des circonstances aujourd'hui encore obscures. Au Liban, terre d'influence de la France, le président Chirac peut compter sur un ami, Rafik Hariri.
Mais le Premier ministre libanais est tué dans un terrible attentat attribué aux Syriens. Sous la pression franco-américaine, Bachar al-Assad doit retirer ses troupes qui occupent le Liban depuis près de 20 ans. Le régime est mis en quarantaine. Homme de rupture, Nicolas Sarkozy remettra spectaculairement le dictateur syrien en selle, une initiative surprenante au regard du drame que vit le pays aujourd'hui. Surnommé le roi fainéant par son successeur, Jacques Chirac n'a pas la main heureuse sur l'Europe. La construction européenne est en panne et malgré les apparences, le couple franco-allemand bat de l'aile. En pleine cohabitation, Jacques Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin accouchent du traité de Nice, jugé médiocre par les spécialistes. En 2005, l'Europe tente de se relancer, c'est le projet de constitution élaboré par Valéry Giscard d'Estaing. Mais le peuple français inflige un camouflet au président. Consulté par référendum, 55% des électeurs disent non à un nouvel élan. Aux marges de l'Europe, dans les Balkans, le volontarisme du président fraîchement élu trouve en revanche un terrain d'expression. Présence des casques bleus français en Bosnie, signature à Paris des accords de paix, engagement militaire au Kosovo aux côtés des forces de l'OTAN. La guerre encore, la Côte d'Ivoire sombre en quelques semaines dans des combats ethniques entre le Nord et le Sud. À peine réélu, Jacques Chirac n'a d'autre choix que d'intervenir dans ce joyau où Paris conserve de solides intérêts. C'est l'opération Licorne. 4000 soldats français parviennent à instaurer une paix fragile. Mais les partisans du président Gbagbo ne cessent de manifester leur hostilité à la France. En novembre 2004, c'est l'incident. Des hélicoptères ivoiriens bombardent une base française. 9 soldats sont tués. Jacques Chirac quittera l'Élysée sans avoir réglé le problème ivoirien. Une action en demi-teinte à l'image de la politique africaine du président. La fameuse France-Afrique, cette amitié intéressée avec des dictateurs, n'est pas remise en cause. Pour se ressourcer, il lui reste heureusement le Japon. Fin connaisseur du pays, il affectionnait tout particulièrement ses combats de sumo. Des batailles, Jacques Chirac en a livré plus d'une, mais en 12 ans de règne, il n'est pas toujours parvenu à faire tenir son rang à la France, une puissance aujourd'hui moyenne. Jacques Chirac, donc mort à l'âge de 86 ans. Vous retrouvez bien sûr plus d'informations sur notre site information.tv5monde.com. Tout de suite, on reprend la piste de la francophonie sur TV5 Monde. Direction cette fois Le Caire en direct. Vous retrouvez dans un instant Mohamed Kassi et Noah Abdelbasset dans la capitale égyptienne. C'est dans 2 minutes. À tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info. Ceux qui font bouger le monde méditerranéen se retrouvent chez Mohamed Kassi. Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express. Sur scène, sur les murs, dans les livres et sur les écrans, ils ont choisi l'art comme terrain d'expression et de revendication. Ça a créé une grosse polémique. C'est définitivement notre coup de cœur. Avec des artistes, on rajoute jamais des frontières aux frontières. On a déjà assez. Maghreb Orient Express, le magazine des mondes arabes, présenté par Mohamed Kassi, le vendredi sur TV5 Monde. Rediffusion sous-titrée en arabe le lundi soir. Acoustique, le rendez-vous musical incontournable qui enchante la scène francophone. Hey, on se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? Je t'écoute parler, j'entends rien. Bam bam. Retour aux sources du hip-hop explosif pour 2 anciens du Sayan Soupacrou. Il y avait juste cette envie à un moment de faire ce qu'on appelle une récréation. On se complète assez bien, je crois. C'est un ping-pong. Pouf, sexe, repos, 24/7 vie de repos. Sébastien Follin reçoit Féfé et Leroy dans Acoustique, samedi sur TV5 Monde. Chaque semaine, retrouvez le magazine dédié à la condition féminine présenté par Isabelle Mourgère. Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Femmes de combat, femmes engagées, femmes d'influence. Vous êtes jaloux? Suivez celles qui bousculent et changent le monde. C'est un combat permanent. La meilleure moitié de l'humanité brille dans Terrienne, le samedi sur TV5 Monde. Retrouvez Terrienne sur les réseaux sociaux et sur tv5monde.com.
mettre des millions de cœurs. Tout commence par un contenu exceptionnel. La qualité de la distribution, n'importe où et sur n'importe quel appareil, en multiplie l'impact et rend l'expérience plus personnelle. Partagez de la vidéo haute qualité en temps réel en utilisant de la connectivité mixte et des outils basés sur le cloud qui gèrent intelligemment le contenu sur une multitude de réseaux. Allez plus loin et connectez-vous. Depuis plus de 13 heures en direct sur TV5 Monde. À mes côtés, Noha Anna, présentatrice à Nil TV, chaîne francophone publique. Et Julienne, bonsoir Noha. Bonsoir. Vous allez bien? Très bon, il fait très bien. Un peu chaud au Caire, un peu pour pas dire beaucoup, 36 degrés quasiment. Merci de nous accueillir ici dans ce magnifique site, le Palais Manasterli. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici au Caire. Tout d'abord, bonsoir très chers téléspectateurs. Je suis ravie, moi, mais aussi la télévision publique égyptienne, de vous accueillir ici au Caire, au bord du Nil, car nous nous trouvons actuellement au palais de Manasterli qui se trouve sur l'île de Roda, au bord du Nil. Alors ce palais construit en 1851 est chargé d'histoire, car figurez-vous que derrière nous se trouve un des plus anciens nilomètres qui date de l'Égypte antique, mais aussi se trouve un musée de la légendaire chanteuse égyptienne Kalsoum. Et plusieurs invités avec nous, Noha, dans cette étape égyptienne de la piste de la francophonie. On va commencer par les présenter, mais d'abord on va comme signaler que l'Égypte est membre officiel de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1983. L'OIF, donc présidé aujourd'hui par Louise Mouchikiwabo. Nos invités donc avec Omaïma El-Chal, hein, c'est ça? Exactement, Omaïma El-Chal, bienvenue. Vous êtes professeur et égyptologue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. À vos côtés, nous avons aussi Nadine Abdelghafar. Vous êtes fondatrice donc d'Art d'Égypte. Bienvenue. Merci. Et on vous parlait tout à l'heure du musée Léopold Sédar Senghor à Dakar, au Sénégal. On va toujours parler de Senghor, illustre francophone avec nous. Thierry Verdel, soyez le bienvenu. Je ne sais pas si c'est moi qui dois vous dire bienvenue ou si c'est vous, parce que vous vivez à Alexandrie, vous êtes le recteur de l'université Senghor, et avec nous également à vos côtés, Mona Majdalani, mais en Égypte, le je se prononce ge. Vous avez enseigné le français pendant quasiment 20 ans. Vous êtes consultante en système éducatif. Alors tiens Mona, dites-nous, est-ce qu'il est vrai que les Égyptiennes et les Égyptiens parlent parfois français sans le savoir? Est-ce qu'il y a des mots français, des expressions françaises que vous utilisez, comme les fameux québéquismes ou les fameux belgicismes? Bien sûr, et depuis longtemps, depuis 1800 à peu près, les Égyptiens parlent français sans s'en rendre compte, dans plusieurs domaines. Le domaine de l'automobile, le domaine de la mode, le domaine du mobilier, de l'art, de la chanson. Enfin, on n'arrête pas d'utiliser des mots français et ça a été égyptianisé un petit peu, mais l'origine est elle reste toujours française. Il y a notamment l'automobile, mais pas seulement, avec le mot vitesse, bien entendu, qui est entré dans le langage. Exactement. Il y a aussi, Noha, par exemple, le mot corniche, El Nil, que l'on utilise. Exactement, on a aussi madame, mais juste avant, j'ai une petite surprise à te faire découvrir, mais on a un mot, parce qu'aujourd'hui, on a appris aussi la disparition d'un homme très important qui a marqué déjà les esprits en Égypte. C'était un amoureux de l'Égypte. Il a visité 7 fois l'Égypte durant son mandat, c'est bien évidemment. Vous parlez bien entendu de Jacques Chirac. Exactement. Qui nous a quittés à l'âge de 86 ans aujourd'hui, l'ancien président français. Peut-être une réaction de la part de deux invités qui veulent réagir. On va commencer avec vous, Omaïma El-Chal, vous l'égyptologue. Jacques Chirac, que représentait-il pour vous? Pour moi, c'est mon enfance, c'est le maire de Paris, c'est le président de la République et c'est les relations franco-égyptiennes et franco-arabes. Thierry Verdel, un mot peut-être sur la mort de l'ancien président français Jacques Chirac?
Recteur de l'Université Senghor, je dirais d'abord son amour et sa grande connaissance du continent africain. Et puis bien sûr, manger les pommes. Manger des pommes, bien entendu, qu'il a popularisé avec les guignols de l'info. On va revenir au mot de la langue française, justement. Noah, je disais la corniche, le Nil. Exactement, on ne va pas manger des pommes, mais on va peut-être vous faire découvrir un plat cassis. C'est un plat typique égyptien. Alors, on l'a donc justement sur cette table basse. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Ah, pas du tout. Vous ne connaissez pas? Pourtant, j'en connais des plats égyptiens, c'est quoi? Alors, ça s'appelle koshari. Koshari. Alors, ça vient du français? Exactement, couche de riz. Couche de riz. Exactement. Donc, on l'a adopté ce terme et c'est devenu koshari. Il n'y a pas que, il y a aussi un dessert très populaire en Égypte qu'on appelle belila. Et en fait, ce sont des mots français, blé au lait, parce que c'est du blé au lait. On a transformé ça en blila. Bon, ben, on va le déguster après, on va le réchauffer un petit peu. J'imagine que ça se réchauffe, on le dégustera après tous ensemble. Noah, on va revenir maintenant justement sur la langue française. Mona nous disait tout à l'heure effectivement que beaucoup de mots étaient entrés dans la langue française. On va maintenant parler peut-être de son enseignement, cette langue française ici en Égypte. Exactement, parce que Mona, on va être franc, la langue française n'est pas une langue facile. Par exemple, quand je dis le mot O, H-A-U-T, ça se prononce, enfin on entend O, la lettre O. Lorsqu'on dit de l'eau pour boire, également E-A-U, on a le même son que le mot précédent. Je donne un autre exemple, oiseau, toutes les lettres de ce mot ne sont pas prononcées. Comment vous faites, vous, avec vos étudiants? Pas facile, hein. C'est pas facile. Commençons par la prononciation, la voyelle U, la voyelle E, parmi les difficultés de l'apprentissage de la langue française. Passons aux homonymes. Donc, mais ça s'apprend graduellement et on passe par les sons pour aller vers les voyelles nasales, pour mettre deux sons ensemble, pour mettre consonne avec voyelle. Et pas à pas, on arrive à la bonne prononciation et pas à pas, on arrive à la bonne distinction entre un mot et un autre, même si la prononciation est la même. C'est pas facile. Vous utilisez aussi le théâtre. Vous avez un projet notamment d'ailleurs avec l'Université Senghor d'Alexandrie. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait, oui. Je suis coprésidente du comité qui organise le Festival international de théâtre scolaire pour collège-lycée. Et c'était la 16e édition l'année dernière. Je crois que c'était la 3e collaboration avec Senghor qui sponsorise le festival, soit par des cadeaux, soit par la présence, soit par un mot envoyé, soit par et surtout des animateurs d'ateliers de théâtre au sein du festival pour la jeunesse. Et aussi le spectacle folklorique l'année dernière pendant l'ouverture a été offert par l'Université Senghor et c'est vraiment une richesse ajoutée, une valeur ajoutée au festival. Et une richesse ajoutée au festival. La piste de la francophonie continue. Vous pouvez nous regarder en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook notamment, sur TV5 Monde bien entendu, mais aussi sur Nil TV en direct en ce moment. La rentrée scolaire en Égypte, ici c'était dimanche, il y a quelques jours seulement. On a choisi de vous montrer deux enseignantes à l'école catholique Saint-Vincent de Paul. C'est un reportage signé Riam Mounid. Regardez. En 1848, notre congrégation, notre communauté a commencé et s'est lancée depuis à Alexandrie dans un grand établissement éducatif et pour la santé aussi des dispensaires. Mais nos établissements scolaires ne venus ici au Caire qu'en 1904. Avant, nos établissements, presque, elles étaient des Françaises qui tenaient ces écoles. Maintenant, grâce à nos jeunes qui ont appris la langue française, est devenus des jeunes actuellement très capables pour tenir ces établissements scolaires. Nous continuons à avoir pas mal de personnes qui viennent chez nous dans nos établissements pour la langue française. C'est vrai, elle penche pour l'anglais, mais elle penche aussi pour autre chose qui est l'éducation. L'éducation passe en premier et la langue française passe en second. Mais les deux sont très importantes pour nous. Pour la langue française, il y a une question de... pas simplement d'éducation, mais de civilisation. Nos professeurs travaillent avec TV5 Monde. Comment? C'est un site qui offre une richesse inouïe pour les profs.
avec des vidéos, des chansons, avec une fiche de préparation toute prête, tous les niveaux. Donc le prof, il a un travail tout fait et c'est élaboré par des spécialistes bien sûr. Et on n'a qu'à l'adapter à nos niveaux. Alors Mona, justement, qu'en est-il de la langue française dans les écoles publiques en Égypte? À partir de quel âge, par exemple, les étudiants égyptiens découvrent cette très belle langue? Ça dépend, les écoles publiques LV1 ou LV2. LV1, ça commence depuis la première préparatoire et LV2, c'est la première secondaire. Si l'on compte le nombre d'étudiants, que ce soit dans les écoles publiques, privées, homologuées, là on dépasse bien 7 millions d'apprenants au niveau de la République. Et Omaima, vous, alors, comment a commencé en fait notre amour pour la langue française en Égypte? Parlez-nous un petit peu d'histoire. Au niveau de cet amour, de cette langue qu'est le français, on peut retourner à des siècles derrière, mais on va plus se retourner vers l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798, avec la description de l'Égypte qui a été vraiment l'hommage de cette expédition. Tout le long du 19e siècle aussi, on voit arriver les historiens, les égyptologues, les premiers égyptologues comme Mariette, Maspero à la fin du 19e, début 20e siècle. On a également les franciscains, les dominicains qui sont arrivés au 19e siècle pour intégrer la langue française, la culture, également la religion, au niveau également des hôpitaux. Il y a eu un mouvement inverse aussi au Maïma El-Chal. S'il vous plaît. Il y a eu un mouvement inverse aussi de la France vers l'Égypte avec Exactement, Mohamed Ali, aussi, et de l'Égypte vers la France avec l'époque de Mehmet Ali ou Mohamed Ali Pacha qui est venu en 1805 et qui a fait une révolution intellectuelle très grande en Égypte quand il a envoyé des étudiants égyptiens vers la France pour étudier différentes disciplines. Et bien sûr, tout le long du XXe siècle, ça a continué. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons donc des bourses d'État, des bourses françaises, des bourses égyptiennes qui envoient vers la France. Et Noha, tout le monde attend avec impatience ici en Égypte et dans le monde entier le nouveau musée, le grand musée d'Égypte qui verra le jour en 2020. Exactement. Et d'ailleurs, je vous invite dans ce lieu prestigieux et rare. Vous allez voir des images rares parce que je sais que TV5 Monde a eu la chance en décembre de découvrir les coulisses de ce grand musée. Cette fois-ci, c'est nous ici du Caire en direct. On va vous proposer de découvrir des images rares du laboratoire de restauration donc du grand musée d'Égypte. Et c'est notre collègue Omne Hamzaoui qui a rencontré le ministre des Antiquités qui nous en dit plus. Le ministère des Antiquités de l'Égypte travaille avec plus de 250 missions étrangères d'une vingtaine de pays. Les pays francophones, et notamment la France, jouent un rôle très important. La France a une cinquantaine de missions archéologiques travaillant sur tout le territoire de l'Égypte et bien entendu également la Belgique et la Suisse. C'est un très grand musée, c'est le plus grand consacré à une civilisation. Il est à quelques centaines de mètres des pyramides de Giza. Ce musée qui a été commencé au début du XXIe siècle devait être ouvert en 2014. Mais après janvier 2011, le projet a été très ralenti. Et les travaux ont été poursuivis très sérieusement à partir de 2016. On espère offrir ce cadeau à l'humanité durant le dernier trimestre de 2020. Alors voilà, on vient de découvrir donc ces images très belles du nouveau musée d'Égypte. Pourquoi, Omaima, nous avons eu besoin d'un nouveau musée ?
L'ancien musée du Caire, le musée des Antiquités de Place et Tahrir est comble d'objets exposés et comble d'objets dans les réserves. Donc l'idée était d'agrandir, d'exposer tous ces objets qui sont dans les réserves, également dans les vitrines. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire ce grand musée. Parce que là, on parle d'un musée pharaonique avec plus de 10 000 œuvres quand même. Oh, même plus encore. Le nombre total n'est pas encore fixé, mais il y aura des milliers de pièces exposées, dont bien sûr toute la collection de Toutankhamon qui va être transférée du musée égyptien au grand musée du Caire, d'Égypte. Alors justement, Toutankhamon, Thierry Verdel, je me tourne vers vous. Toutankhamon à Paris, l'exposition vient de prendre fin. Record absolu, non pas pour une exposition égyptienne, mais jamais autant de visiteuses et de visiteurs sur le sol français pour une exposition. 1 400 000 curieux. Pourquoi ce patrimoine égyptien fascine-t-il toujours autant selon vous ? On évoquait tout à l'heure la campagne d'Égypte. Je crois que l'essentiel de l'intérêt des Français pour l'Égypte vient de là. L'Égypte est fascinante, l'Égypte antique en particulier est très fascinante. Alors, quel est votre premier souvenir à vous, personnellement, en Égypte? Il remonte à 1989, il me semble, en matière de patrimoine culturel. Hein. Voilà, c'est ça. Je venais faire mon stage de fin d'études. J'arrive au Caire début janvier 89, très tôt le matin, et je me souviens très bien de la route entre l'aéroport et l'université du Caire où j'allais. Très tôt le matin, en traversant la cité des morts et puis la citadelle. C'était une vue magique et mystique aussi. Alors Nadine, vous faites en fait le trait d'union entre ce patrimoine multimillénaire et l'art contemporain. Quelle est l'ambition d'Art d'Égypte ? En fait, c'est exactement ça, c'est de montrer l'Égypte actuelle. La plupart des gens connaissent l'Égypte, les antiquités, l'histoire, et ne connaissent pas les jeunes d'aujourd'hui et les Égyptiens actuels. Et à travers l'art contemporain, on fait découvrir ça au monde entier, en fait. On a vraiment des expositions annuelles d'art contemporain dans des lieux historiques. Chaque année, on fait découvrir un lieu différent. On a commencé, bien sûr, par le musée du Caire. Ouais, on voit des images qui étaient justement à l'antenne. Qui a été quand même fait par un Français, Marcel Dournian. Ouais. Et c'est un endroit sublime. Et on avait fait, en 2017, une soirée au musée du Caire. Ouais, alors, il y a un vrai engouement dans la région au Proche-Orient sur l'art contemporain. On parlait de la Beyrouth Art Fair dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde dimanche dernier avec Laure Daudeville. Quelles sont les tendances pour votre 3e édition qui se tiendra dans un peu moins d'un mois, le 26 octobre, dans un mois tout juste, puisqu'on est le 26 septembre d'ailleurs. Il y a déjà eu 2 éditions, hein, 2017 et 2018, et là 2019, on s'attend à quoi? Alors là, on fait découvrir le Caire historique qui date depuis 1050 années. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une rue qui est habitée jusqu'à présent par des gens comme nous. Et c'est la plus ancienne rue du Caire qui a été faite au temps des Fatimides en 969 et d'ailleurs qui a nommé le Caire Al-Qahira. Les Fatimides qui ont notamment bâti la mosquée et l'université d'Al-Azhar. Exactement. Maintenant, je vous emmène dans une ville que vous connaissez très bien tous les trois, Alexandrie, surnommée donc la perle de la Méditerranée, avec son phare, mais aussi avec sa bibliothèque qui abrite en son sein le centre des activités francophones. On y retrouve donc sur place Hatem Haidar. La mer, la corniche, le soleil, le beau temps, nous sommes à Alexandrie. Et si on bouge un peu la caméra, on va se trouver à la bibliothèque d'Alexandrie. Venez avec moi. Le centre d'activité francophone, le CAF, est un des 9 secteurs constitutifs de l'organigramme de la bibliothèque d'Alexandrie. Son but est de renforcer la présence de la francophonie dans la société alexandrine, tout en adoptant une perspective ambitieuse qui porte un intérêt particulier à la collaboration avec les communautés francophones sur les plans national et régional. C'est un centre fondé à la Bibliothèque d'Alexandrie en mai 2013 dans le but de valoriser l'usage de la langue française et de coopérer avec les différents pays francophones pour organiser des activités culturelles, éducatives, artistiques
et aussi servir les francophones d'Alexandrie, d'Égypte et faire des coopérations au niveau des pays francophones. Il y a des années, on a reçu un don de livres français et d'ici, la bibliothèque d'Alexandrie est devenue la 4e bibliothèque francophone au niveau du monde. Le CAF a pour mission de devenir un centre pour la promotion de la culture francophone à l'échelle locale et régionale. Il focalise son action sur la diffusion de la langue et la culture française, en présentant un appui scientifique, culturel, éducationnel et intellectuel considérable aux établissements francophones d'Égypte et de la région. La piste de la francophonie, réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag la piste de la francophonie. Thierry Verdel, pas très loin de cette grande bibliothèque, historique bibliothèque. Il y a un autre site historique pour la francophonie et pas seulement, notamment pour la jeunesse, pour les étudiants. C'est votre université, l'université Senghor, qui fêtera d'ailleurs dans quelques mois ses 30 ans. Elle est née en 1990. Quelle est la vocation de votre établissement qui est un opérateur officiel de l'OIF ? Alors, l'université Senghor a été créée en 89, la décision était en 89, l'ouverture en 90, avec la mission de contribuer au développement africain par la formation des cadres. Quel est l'objectif de cet établissement? Que fait-il concrètement? Alors nous délivrons un master en particulier en gestion de projet dans 4 domaines principaux que sont la santé, l'environnement, la culture et l'administration, gestion. Dites-vous que vous formez les élites francophones, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, on a quelques... Dans quel domaine? Dans les domaines que je viens d'énoncer, on a des ministres, par exemple, en activité qui sont issus de l'université Senghor. La politique? La politique, bien sûr, dans les ministères, dans le secteur privé, dans les grandes ONG internationales qui sont présentes en Afrique. Quelle nationalité, d'où viennent les étudiants? Alors, la promotion que nous venons de recruter vient de 25 pays différents, principalement en Afrique, mais aussi en Haïti et Madagascar également. TV5 Monde est un opérateur de la francophonie, vous l'êtes aussi. On dit que vous êtes unique, pourquoi? Il y a Montréal, il y a Paris et donc il y a Alexandrie alors? Voilà, nous sommes les seuls qui sont en dehors, qui sont dans le sud, disons, du monde. Et j'imagine qu'ils sont chanceux parce qu'ils ont la mer tout au long de l'année. Oui, la mer est un climat relativement tempéré, effectivement. Exactement. Voilà donc pour l'université Senghor à Alexandrie. 2 autres invités vont pas tarder à nous rejoindre. Thierry et Nadine, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette piste de la francophonie. Avant de vous quitter, vous allez peut-être d'abord nous dire quel est votre mot préféré dans la langue française, Nadine Rafal? L'art. L'art, ART, voilà, au moins c'est très simple. Et vous, Thierry Verdel? En française, je dirais amour, tout simplement. Amour, tout simplement. Très joli mot d'ailleurs qui est repris aussi dans de nombreux pays du monde de la francophonie. Je signale d'ailleurs, puisqu'on parle de francophonie, que très bientôt, dans quelques mois, il y aura le dictionnaire des francophones, premier du genre. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas comment je pourrais dire, des égyptianismes ou des égyptianismes. En tout cas, on parlait des belgicismes aussi, des ivoirismes, des québéquismes. Ce sera bientôt en ligne sur application mobile. Et on signale aussi TV5 Monde Plus, plateforme numérique francophone internationale de vidéos à la demande qui verra le jour en 2020. Sous-titrage arabe, français, anglais, espagnol et allemand. Exactement, la piste de la francophonie continue. Nous sommes en direct à travers les 5 continents depuis près de 14 heures déjà. Le temps passe vite. Ça passe et ça défile. Et on va maintenant rendre hommage à un grand vecteur de la francophonie ici en Égypte. Il s'agit bien entendu des médias auxquels vous appartenez d'ailleurs, Noha. Télévision, la radio aussi, Radio Le Caire, mais pas seulement. Il y a aussi les journaux bien entendu. El Ahram Hebdo, El Ahram veut dire les pyramides en égyptien, en arabe. Et puis il y a aussi bien entendu l'historique, la presse égyptienne. On va maintenant voir ce tour d'horizon avec Aya El Chal et Walid Hassan. Le français n'est que la 3e langue en Égypte, après l'arabe et l'anglais. Cela ne l'a pas empêché, en créant une chaîne destinée à être accessible à une audience non arabophone, désireuse de connaître l'Égypte, de décider qu'elle soit diffusée en langue française aux côtés de l'anglais. Le projet de la chaîne de télévision Nile TV International a été créé en 1993. Le français a commencé avec une demi-heure au début. On en est à 6 heures de transmission tous les jours. Bien avant la création d'une chaîne diffusée en anglais et en français, la radio égyptienne parlait déjà en français. Radio Le Caire, c'est une des radios les plus anciennes, certainement, ici en Égypte. Elle a commencé dans les années 30, en fait, en 1934. Elle a commencé en anglais, surtout, et après, le français, bien sûr, qui était peut-être la première langue étrangère à l'époque, a commencé à prendre le pas. Les premiers journaux du monde arabe étaient égyptiens. Et la presse en langue française est présente en Égypte depuis bien longtemps.
Il ne reste de nos jours que 2 journaux francophones. Progrès égyptien, qui est l'un des premiers journaux quotidiens égyptiens, qui a vu le jour en 1893, ce qui, bien sûr, maintenant, il a plus de 125 ans, qui continue toujours, qui se trouve toujours en Égypte aujourd'hui. Mais à la même époque aussi, justement dans les années 90, exactement en 1994, on voit la naissance, la création du journal, un nouveau journal, Al-Ahram Hebdo, qui est un hebdomadaire, mais qui représente un petit peu le nouveau contexte sociopolitique dans lequel vivait l'Égypte à ce moment-là, qui est la transformation, l'ouverture vers le monde extérieur. Et voilà pour les médias francophones. Et d'ailleurs, c'est pas la presse, mais c'est le Progrès d'Égypte, bien entendu. Ça tombe bien, j'en profite pour glisser mon mot préféré. Mon préféré, c'est Progrès. Vous, Nora? Bonheur. Allez, c'est un bonheur d'être avec vous durant cette piste de la francophonie. Et voilà, 2 invités nous ont rejoints, Nora. Exactement. Nous avons tout d'abord Yasser Moheb. Bonsoir. Vous êtes critique de cinéma. On peut vous lire d'ailleurs dans les colonnes d'Al-Ahram Hebdo qu'on vient de présenter dans ce reportage. Et nous avons Farah Debeni, la très belle mezzo-soprano. Vous avez rejoint l'Académie de l'Opéra National de Paris comme soliste en 2016. Bienvenue. Alors vous avez aussi reçu le prix lyrique de l'Opéra de Paris cette année. On regarde tout de suite donc un extrait de votre prestation. La tremble de ces sautantes avec un éclat métallique et sur cette étrange musique la tzingare la solava. Tambour de basse collent leur train et les guitares forcenées grâce sous des mains obstinées, même chanson, même refrain, même chanson, même refrain. Et là, c'était la remise du prix lyrique à l'Opéra du Garnier en mai. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que ça fait d'interpréter, Carmen? Ah, c'est un de mes rôles préférés en fait. J'ai chanté peut-être 3 fois, 3 productions différentes en Allemagne, en entier. Si vous êtes on parle parfaitement germanophone d'ailleurs, hein, comme quoi les langues ne sont pas forcément en concurrence. Oui, vous en parlez fait, couramment moi, l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'égyptien, le français. Oui, non, je suis germanophone comme vous avez dit, mais j'adore le français comme langue. Parfaitement francophone aussi. Peut-être une question comme vous êtes la première femme égyptienne, première femme arabe, on peut dire aussi du monde arabe, à avoir intégré cette prestigieuse Académie de l'Opéra National de Paris. Que vous a apporté cette expérience qui vient de prendre fin? Qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord, c'était un grand honneur pour moi d'être la première égyptienne et arabe de chanter sur cette scène prestigieuse. Et je dois dire que depuis que je suis arrivée à Paris ou à l'Opéra de Paris, j'arrête jamais à apprendre beaucoup, artistiquement, mais même aussi personnellement. Et j'ai grandi avec cette académie ou cette. Justement, quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Que ce soit français ou égyptien, hein. Dans l'opéra ou en général? De manière générale. Oui, c'est pas. Il faut dire Kalsoum, il y a un musée à 2 pas d'ici Kalsoum, vous pouvez pas le dire. Oui, c'est vrai. Vous seriez la seule à D'abord, c'est Kalsoum, bien sûr, Kalsoum, mais même aussi Abdelhalim Hafez. J'adore ses chansons, Farid El-Atrash, Shadia. J'adore les compositions de Mohamed Fawzi et Mounir Mourad. On a beaucoup parlé de de sources ça tout à l'heure. On vous voit sourire et vous regardez à côté de vous. Yasser Moheb, ça tombe bien parce qu'on va parler maintenant cinéma. On va rendre hommage à un très grand monsieur, l'immense Youssef Chahine, qui nous a quittés en 2008. Grand cinéaste du 7e art en Égypte, dans le monde entier également. Parfaitement francophone et francophile. C'est Aya El Chal qui revient sur le parcours de cette figure donc du cinéma.
Réalisateur, acteur, scénariste et producteur égyptien de réputation internationale, Youssef Chahine réalisa 40 films et documentaires. Défenseur de la liberté contre toute forme d'intolérance, humaniste amoureux des arts et des belles lettres, Youssef Chahine a abordé tous les genres de cinéma. Son œuvre est nourrie du souvenir des films hollywoodiens de son enfance, en particulier les comédies musicales, allant de reconstitutions historiques comme Saladin en 1963 ou Adieu Bonaparte en 1984 à des évocations plus autobiographiques. Le film, qui allait marquer sa carrière à jamais, fut Gare centrale en 1958. Quitte à affronter la censure, l'exil et les procès, Youssef Chahine a su trouver des financements, notamment en France, où ont été coproduits ses derniers films, comme son tout dernier, Le Chaos, sorti en 2006, soit 2 ans avant sa mort. Youssef Chahine offre en 1986 un rôle superbe à la chanteuse Dalida, native du Caire, dans Le 6e jour, mélodrame inspiré d'un roman d'André Chédid. Est remis à Youssef Chahine pour l'ensemble de son œuvre. C'est en 1997 que Chahine reçoit au Festival de Cannes un prix pour l'ensemble de sa carrière. Une récompense qui a fait l'unanimité, ovation debout et spontanée pour ce réalisateur qui a signé une œuvre généreuse, courageuse, combative et inventive. Soyez gentil, mettez-vous un tout petit peu à ma place. J'ai le cœur qui bat, j'ai des papillons dans l'estomac et j'attends ça depuis 47 ans. Voilà donc pour cet immense réalisateur égyptien. Yasser, il y avait d'autres personnes que Youssef Chahine qui était amoureux de la langue française. Bien évidemment, il y avait Omar Sharif, il y avait Gamir Rateb qui était franco-égyptien. Il y a aussi le réalisateur Yossri Nasrallah. Il y en a beaucoup. En fait, finalement, quand on regarde les films en noir et blanc, on voit un peu que le cinéma égyptien a été influencé un petit peu par la culture française. Oui, bien sûr. La relation entre la francophonie et le cinéma égyptien existe depuis la naissance du cinéma, si je peux dire. Étant donné que les frères Lumière, lorsqu'ils ont inventé le cinéma, leur premier film, la sortie intitulée La sortie de l'usine Lumière à Lyon, c'était en 1895. La seconde projection de ce film était à Alexandrie, 10 jours seulement après la projection du film aux Champs-Élysées. De même, mais beaucoup d'autres films en noir et blanc ont été projetés et bien tournés en Égypte. Quel rôle a joué le cinéma égyptien? On sait qu'il a beaucoup été projeté dans le monde arabe avec les séries, au Maghreb notamment, mais pas seulement. On sait qu'on va en Amérique latine et il y a des familles qui appellent leur enfant Omar pour Omar Sharif. Ouais. Quelle a été la place du cinéma égyptien? On parle de Bollywood, on parle d'Hollywood. Est-ce que vous direz que le cinéma égyptien a marqué l'histoire et pourquoi? Oui, c'est bien clair que le cinéma égyptien avait un rôle très important sur le plan de la culture, de l'art, de la cinématographie, du cinéma. Le cinéma avait une certaine dominance sur le plan arabe, surtout dans les pays du monde arabe, les pays du Maghreb. On a commencé à savoir le cinéma dans le monde arabe à travers les films égyptiens. Ouais. Toujours Talat Harb, l'homme d'affaires égyptien qui a fondé le studio Misr en 1935. Ouais. Il a envoyé plusieurs groupes de cinématographes et de cinéastes en France et en Angleterre pour avoir plus d'expérience. Plus d'expérience technique. D'ailleurs, on parlait des mots français, mais ils sont très présents dans le monde du cinéma. Hein. Ouais. Le scénario, la mise en scène, le metteur en scène, tout ça, c'est très présent dans le langage du 7e art. Vous avez été à Cannes récemment comme membre du jury dans le secteur Un certain regard. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur l'état d'avancement de votre projet de créer un festival du film francophone ici en Égypte? C'est pour bientôt? Oui, c'est ça. Ce sera le festival du Caire pour le cinéma francophone. Il aura lieu du 11 au 15 décembre prochain.
il va présenter tout un bouquet de films et de productions en provenance des pays membres de l'OIF. Il y aura deux compétitions. La principale pour les films produits dans les pays de l'OIF, qui sont 84 pays et gouvernements. L'autre compétition sera pour les films en langue française. Étant donné que l'Égypte était toujours parmi les pays fondateurs de l'OIF, c'était un peu bizarre de n'avoir pas un festival pour le cinéma francophone. Quel est votre film préféré? Mon film préféré, le Houroub, La fuite de Atouf Taïb et Ahmed Zaki. Et Omaima, j'imagine que durant votre enfance, vous avez été baigné dans le cinéma français. Vous avez un acteur préféré, j'imagine? Il sera toujours mon préféré depuis que j'étais gamine, Louis de Funès. Ah oui, c'est vrai que c'est... Il y a un musée qui lui est dédié désormais à Saint-Raphaël dans le sud de la France. Hein. Là, récemment, il y a 2 semaines, je ne sais pas, mais je voulais voir Rabbi Jacob et je l'ai mis sur YouTube pour regarder parce que ça faisait une éternité que je n'avais pas vu. Et j'ai toujours plaisir à revoir ces films. On rigole toujours, même sur Facebook. Il y a toujours des petites choses comme ça, anecdotiques, et j'aime toujours. Mona Magdalani, si vous deviez citer une actrice ou un acteur, vous par exemple? Français, je dirais Jean-Paul Belmondo, et égyptien, égyptien ou franco-égyptien, c'est Gamir Rateb, bien sûr. Ouais. Il nous a quittés il y a quasiment un an. Un an et peut-être quelques jours. Oui, mais c'est quelqu'un qui a donné au cinéma et aux séries télévisées. Et en plus, c'est quelqu'un qui était présent pour tout ce qui est manifestation culturelle. Il a rendu visite au festival un jour. Il a pas tardé à prendre part dans un projet scolaire avec des élèves du collège. Donc, c'est quelqu'un d'admirable. Ouais. Vous, les Farah Al-Dibani, vous les regardez en quelle langue, les films? Alors en allemand, en français, en anglais ou en arabe? Et vous les sous-titrez comment? Sans. En fait, sans sous-titres. Ouais. J'aime bien... Je sais que vous aimez beaucoup Dalida. Tout à l'heure, si on a le temps, vous allez nous interpréter d'ailleurs une très belle chanson de Dalida. Certains ne le savent pas, mais elle jouait aussi dans des films. On l'a vu tout à l'heure avec Youssef Chahine. C'est Youssef Chahine qui l'a lancé. Exactement. Que représente cet artiste pour vous, Dalida, qui à la fois qui avait un pied en Italie, en France, en Égypte, qui a eu un parcours exceptionnel, une vie douloureuse aussi. C'était une diva. C'est une vraie diva. Elle avait une carrière, ou elle a une carrière jusqu'à maintenant, je pense, inoubliable. Je pense elle n'a pas juste une voix magnifique, mais une présence et une puissance, une profondeur dans son interprétation, je trouve. Elle était très riche en tant qu'artiste et personne, je trouve. Alors, elle est une vraie icône. Alors justement, Yassel Moheb, on a longtemps écouté Youssef Chahine parler de son expérience avec Dalida. Il voulait justement la faire revenir dans son pays natal et renouer les liens avec le passé. Ça a été difficile pour lui aussi de lui faire apprendre des mots égyptiens puisqu'elle avait perdu la langue. Ouais. Oui, c'est vrai, mais j'ai entendu parler de cette expérience parce que Dalida a été vraiment ravie, elle a bien préparé, elle a passé presque 6 mois à se préparer pour revenir dans ce film et pour confronter la caméra, étant donné qu'elle avait quelques problèmes, quelques problèmes personnels, mais le résultat reste toujours fascinant. Il faut dire qu'elle a été élue quand même Miss Égypte. Hein. On oublie Dalida, Miss Égypte également. Vous vouliez le souligner, ça? C'est ça. Mona Magdalani, l'Égypte veut renouer avec le français, avec la francophonie. La France veut participer au projet. Ça demande des moyens aussi. Il faut financer des écoles. L'Égypte est peuplée de plus de 100 millions d'habitants. Comment faire, selon vous, pour que la langue française retrouve l'essor qu'elle a eu jadis? Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais disons-le clairement, c'est un peu une langue des élites aujourd'hui, comme elle l'est un peu au Liban et dans d'autres pays arabes de la région. C'est la langue des élites. C'est la langue des élites, c'est un cercle qui se connaît. Donc, si on parle d'Alexandrie, tous les francophones se connaissent. Au Caire, c'est pareil. Mais je rebondis sur comment reprendre l'essor. On est actuellement dans l'essor parce que depuis une dizaine d'années, des filières francophones dans les universités ont ouvert leurs portes et c'est devenu des départements très voulus, souhaités par les bacheliers et bachelières.
Avec ça, des entreprises françaises ouvrent. Donc, il y a l'appel dans le domaine de la vie professionnelle. Avec ça, le français, la langue française, la culture française reste toujours très attrayante, très séduisante pour les jeunes, les enfants, les jeunes et les adultes. Donc, on a besoin de collaboration, de coopération, de subventions, bien sûr. J'ai cité la France d'ailleurs, mais il y a d'autres pays. Il y a la Belgique notamment qui participe beaucoup aussi d'ailleurs à l'archéologie. Il y a l'Institut français d'archéologie ici au Caire, l'IFAO. Est-ce qu'on parle français sur le terrain, sur les sites archéologiques? Généralement, on parle français. Mais comme les ouvriers sont égyptiens, donc mes collègues font l'effort d'apprendre l'égyptien du dialecte, notre dialecte, non pas l'arabe littéraire. Et en même temps, les inspecteurs égyptiens, les ouvriers, essaient aussi de capter quelques mots français. Ouais. Et quel est le lien historique avec la langue française, la francophonie et l'égyptologie? Il y a eu des découvertes passées et des fouilles. Même dans mes cours, mon premier cours d'histoire en égyptologie, je dis que l'égyptologie est née grâce à Bonaparte. Ouais. Description de l'Égypte, et puis tous ces grands égyptologues que nous avons vus le long du 19e siècle, entre autres Mariette Maspero, la fondation donc, du service des antiquités avec Maspero, Monsieur Laco après, et puis l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale. Et avant de parler de l'Institut français d'archéologie orientale, je voudrais parler de l'Institut d'Égypte qu'a fondé Bonaparte lors de son expédition en Égypte. Et toutes ces missions francophones, je ne vais pas parler uniquement des missions archéologiques françaises, mais on a des expéditions francophones, canadiennes, belges, très importantes missions belges, suisses aussi. Bien sûr, les plus importantes sont les françaises, sous la direction de l'IFAO, l'école du Louvre, par exemple, le Louvre qui vient faire ses fouilles, et des universités françaises aussi qui ont leur site archéologique en Égypte. Et on a des fouilles très célèbres qui ont été faites par des Français. On se souvient de Tanis. Tanis, bien sûr. Alors, beaucoup de gens connaissent Toutankhamon, la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, mais il y a eu une grande découverte toujours pendant la première moitié du XXe siècle, et qui est la découverte du trésor de Tanis, des tombes de Tanis. Tanis se trouve dans le delta, dans le gouvernorat de Chakeya, et elle était la capitale de l'Égypte à la 21e et la 22e dynastie, et on a trouvé un trésor, je ne vais pas dire aussi important que celui de Toutankhamon, mais très important, très riche. Mais malheureusement, au moment de la découverte, en 1939, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle n'a pas eu le même retentissement. Le même rebondissement et la même publicité qu'a eu j'ai perdu le mot, le trésor de Toutankhamon. Farah Al-Libani, quand on va au musée Tahrir, le musée du Caire, on voit beaucoup d'enfants, de classes scolaires aussi. Selon vous, c'est important cette transmission du patrimoine aux jeunes générations, que les jeunes Égyptiens se l'approprient aussi? Et que ce ne soit pas seulement un dépend du tourisme ici, le fait que les enfants y aillent, c'est important pour vous? Oui, c'est très important, bien sûr, parce que si tu donnes pas cette éducation aux enfants, ça sert à rien pour le futur, pour après. Pardonnez, tu donnes une base. Il faut donner la base éducative. Pardonnez mon manque peut-être de connaissances en musique, c'est votre domaine, mais est-ce que vous pourriez chanter au pied des pyramides? Est-ce que ça s'y prête techniquement au niveau de la voix? Oui, ils font des opéras. En fait, ils font l'opéra de Aïda. Exactement. Eh ben, Yalla, faut y aller. Exactement. C'est vrai qu'il y avait eu Aïda. Le mois prochain, oui, en octobre-novembre, il y a un grand spectacle opéra Aïda. Ça vous dit? À Hatshepsut. Ça sera à Hatshepsut. Mais je vous pose la question parce que j'ai lu une interview pour dire un mot parfaitement français, un entretien dans lequel vous dites en fait, nous, on est un peu comme des athlètes, comme des sportifs. Oui, c'est vrai. J'imagine que vous vous prépareriez différemment si vous chantiez au pied des pyramides. Qu'est-ce que ça nécessite quand on est mezzo-soprano? Est-ce qu'il faut du souffle? Est-ce qu'il faut une bonne condition physique? Mais oui, bien sûr, il faut travailler comme des athlètes, comme j'ai dit. Il faut travailler le souffle, l'endurance. Il faut avoir une endurance pour chanter pour 3 heures. C'est pas évident. Il faut et si tu chantes en dehors, en plein air, c'est encore plus difficile.
que d'habitude. Ouais. Alors on parlait de Farah à l'Opéra de Paris, mais il y a eu Kalsoum aussi à l'Olympia qui a marqué les esprits, n'est-ce pas Yasser? Oui, elle a donné plusieurs concerts, Kalsoum, qui ont été même cités dans plusieurs films et plusieurs séries, téléséries, téléfeuilletons, comme celui de Enam Mohamed Ali, réalisé par Enam Mohamed Ali et joué par Sabrine. On a vu Kalsoum en pleine forme, en plein élan à Paris toujours. Allez-y, Farah. Maria Callas, la chanteuse d'opéra, elle avait dit qu'elle avait une voix incomparable. La voix incomparable Kalsoum, c'est Maria Callas qui le dit. El Ahram Hebdo fait une grande place à la culture. Vous écrivez sur le cinéma, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? On l'a vu tout à l'heure, El Ahram est un des piliers de la francophonie ici, journal historique. Oui, bien sûr. Oui, El Ahram, c'est le journal numéro 1 peut-être, parce qu'il a plusieurs publications, l'Ahram Hebdo, l'Ahram Weekly. Et l'Ahram Hebdo, c'est une publication égyptienne, mais en langue française. C'est un peu, présente une certaine occasion aux lecteurs, au public égyptien, de s'ouvrir sur la culture la culture française et la francophonie en général. Thomas Malchal, vous lisez le Progrès égyptien et l'Ahram Hebdo? L'Ahram Hebdo. Le Progrès égyptien, c'était il y a quelques années, mais je trouve que l'Ahram Hebdo a une tendance plus moderne que le Progrès égyptien. C'est une opinion personnelle. Et là encore, la présence de ces médias en langue française montre l'intérêt de l'Égypte à cette très belle langue, la langue de Molière. Ah, tiens, d'ailleurs, Noha Elchal, je vais vous poser... non, pardon, Elchal, je fais le mix. Noha, là, une question. Vous, ça fait 10 ans que vous êtes à Nil TV. Elle est née quand, cette télé? Exactement, elle est née dans les années 90 et ça a été une volonté de la part des autorités de l'époque de créer une chaîne bilingue, anglophone et francophone. Et aujourd'hui, nous avons la chance de parler en français dans une télévision publique égyptienne. Nous avons 6 heures par jour et nous proposons différents programmes culturels, aussi on parle de l'art, on parle de politique parfois, on a des programmes de divertissement et c'est vraiment une fierté d'avoir cette chaîne-là parmi les chaînes égyptiennes. Une vitrine francophone ici en Égypte, Nil TV qui fait partie donc de la télévision publique. Il y a Al Masriya aussi bien entendu qu'on peut citer. Les mots préférés, à qui j'ai demandé, à qui j'ai pas demandé. Farah El Dibani, j'ai pas demandé votre mot préféré. Vous c'était bonheur tout à l'heure, Noha. C'est ça. Le mot préféré dans la langue française. Le mot préféré. C'est difficile. Mezzo-soprano. En fait, j'aime le mot bonheur. Je ne le trouve pas dans des autres langues. Bonheur, oui. L'espoir. L'espoir, c'est pas mal, c'est joli. Il en faut. C'est un mot international, Paris. 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 Ah, le nom d'une ville. C'est pas le nom d'une ville, parce que moi je trouve que Paris, c'est pas uniquement une ville, c'est pas uniquement la capitale, mais elle a un sens global sur tout. À Paris, on a tout. Il y a l'Opéra National de Paris notamment, comme dit Farah El Dibani. Votre mot préféré, cher Mona? Culture. Culture parce que ça englobe beaucoup de choses et c'est un mode de vie avant que ce soit un patrimoine et c'est des orientations et des pensées. Alors justement, je parlais de l'intérêt des médias égyptiens à parler français ou à écrire en français. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cet intérêt chez les parents égyptiens, chez les Égyptiens, d'inscrire leurs enfants dans des écoles francophones? Oui, bien sûr, ça continue et ça évolue. Les effectifs sont multipliés par 2 et par 3. Les écoles actuellement n'arrivent pas à répondre aux appels. À peu près 500 se présentent pour les classes maternelles et les écoles ne peuvent comprendre 100. Donc la demande y est. Il y a à peu près 50 écoles bilingues au niveau de la République. Avec ça, 35 000 élèves, ça veut dire... Près de 40 000 élèves déjà dans l'école publique égyptienne. Voilà donc pour l'Égypte qui veut renouer avec la langue française. On va prendre la direction maintenant de Tunis où l'on retrouve Xavier Lambrecht et Amel Chahed, leurs invités également. Bonsoir Xavier, bonsoir Amel. On salue également toutes les Tunisiennes et les Tunisiens. On imagine donc que vous êtes prêts à prendre le relais dans quelques minutes, allez, quelques instants même.
Bonsoir Le Caire, bienvenue à Tunis. Aslema, bonsoir Mohamed et Noé. Alors on est prêt à Tunis, on vous attend dans quelques instants pour cette piste de la francophonie. Et nous sommes très enthousiastes surtout de vous présenter tous les invités qui vont être avec nous sur le plateau. Alors restez sur la piste de la francophonie. A tout de suite. Et cette émission touche à sa fin. La piste de la francophonie continue. Ce n'est pas fini. Nous sommes ensemble depuis 14 heures de direct sur TV5 Monde. Et ce n'est pas fini. On vient de le voir. On va prendre la direction de Tunis, la capitale tunisienne. Merci beaucoup Farah El-Dibani. Merci Yasser Moheb. Omaïma El-Chal, merci également. Et Mona Magdalani. Ça passe très vite. Mais on aura l'occasion de vous revoir, bien entendu, sur TV5 Monde. Merci Noah Allah. Merci à toutes les équipes de la télévision publique égyptienne. À toutes les équipes à Paris, bien entendu, de TV5 Monde. Les équipes techniques, les équipes rédactionnelles aussi de Nil TV qui nous ont aidés, notamment Aya El-Chal à préparer cette émission. On remercie aussi Ibrahim El Khouri, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Il est le directeur de la francophonie au sein du ministère égyptien des Affaires étrangères. On salue également Nabil Bouhajda, directeur Maghreb-Orient TV5 Monde. Ravi de vous avoir rencontré ici, Noah, au Caire. Je crois qu'on va finir d'ailleurs en beauté, hein, avec un bonheur total. Exactement. Je tiens aussi à remercier TV5 Monde de nous avoir donné l'occasion donc de nous montrer notre très beau pays avec tous nos invités qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Merci à vous. Merci à toi, Mohamed. Et justement, tout de suite, Farah, on va parler d'une autre chanteuse que vous aimez, qui vous a inspiré, Dalida. Vous allez interpréter Helwa Baladi. Oui. Helwa Baladi, pour nous et pour tous les francophones, en fait. Eh ben, c'est à vous. A cappella. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول Merci beaucoup Farah El-Dibani. Noah, encore merci, vraiment c'est un plaisir. TV5 Monde et tout le monde aura l'occasion de revenir ici au Caire en Égypte. On rend donc l'antenne à Paris avec bien entendu l'information qui continue et on l'a dit et redit sur TV5 Monde, la mort de Jacques Chirac, l'ancien président français à l'âge de 86 ans. La piste de la francophonie continue, restez sur TV5 Monde, merci.